Basket sur internet, salut à vous, Tancred Adno pour QI Basket, j'ai l'honneur de lancer notre première vidéo pour ce site. QIBasket.net est un jeune site internet qui grandit de plus en plus, c'est un site qui a été fait par les fans et pour les fans. Nous avons une équipe unique en son genre puisque l'ensemble des membres qui écrivent pour le site sont répartis sur le monde entier. Cette vidéo est la toute première pour notre site et avec votre soutien, j'espère qu'on aura l'occasion d'en faire beaucoup d'autres. Quand j'entends soutien, je veux dire si vous regardez les vidéos, ça sera bien, on continuera en gros. Bref, aujourd'hui, avec le second tour des playoffs qui s'est aujourd'hui terminé, je vous propose un petit bilan et des perspectives des 4 équipes qui ont été éliminées. On va commencer avec la conférence Ouest, avec le Jazz d'Utah et les Rockets de Houston, entre une équipe que l'on n'attendait pas et une autre équipe dont on attendait probablement plus. Commençons par cette équipe du Jazz qui nous impressionne de plus en plus. Paradoxalement, ce sweep n'est pas un mauvais signe. Rudy Gobert et sa bande n'ont vraiment pas déçu cette année. Gordon Hayward est devenu All-Star, Rudy Gobert pourra probablement le succéder dans les années à venir, il est en lice pour le titre de meilleur défenseur de l'année. Le Jazz a vraiment franchi un cap cette année. En plus de cela, des role-players comme George Hill se sont avérés très précieux, ou encore Boris Dio qui a su apporter non seulement son expérience, mais a su parfaitement s'intégrer dans l'effectif. On n'attendait pas forcément grand chose du Jazz cette année, simplement de montrer leur valeur en play-off et de se faire une première expérience. Mais on ne pensait pas forcément les voir automatiquement passer. Et avec la blessure de Blake Griffin qui a certes relancé complètement la série, c'était impressionnant de voir Utah arriver à prendre le Game 7 au Staples Center. Évidemment au second tour, le défi était de taille, et même si le Jazz n'a pas su arrêter Golden State, lancé comme une locomotive, ils n'ont clairement pas démérité dans leur effort et ont crânement tenté leur chance. Pour l'année prochaine, il faut que le Jazz capitalise sur cette bonne saison et ses playoffs. Il faudra que le groupe reste solide, reste uni, avec un collectif qui va de l'avant. Et pour que ce groupe reste stable, il faudra espérer que les cadres ne soient pas tentés de quitter la ville des Mormons. Croyez-le ou pas, il paraît que l'argument des Mormons, ça joue dans le choix des joueurs parfois. Passons à Houston qui nous a franchement déçus sur la fin. Houston n'a pas du tout démérité cette saison, malgré un effectif que je considérerais comme un petit peu affaibli. Et il faut vraiment féliciter ce cap qu'a franchi James Harden. On l'a bien vu, l'arrivée de Mike D'Antoni en tant que coach et le repositionnement de James Harden en tant que meneur de jeu s'est avéré être un choix fort payant pour les Rockets et ça s'est traduit directement dans les résultats et les performances. Houston a donc été très bon cette année, jusqu'à ce qu'il tombe sur les Spurs. Cette vidéo est par ailleurs dédicacée à toi qui un jour sur Twitter a déclaré que les Spurs n'étaient qu'une équipe de saison régulière. Non mais c'est vrai qu'une équipe qui finit une saison sur 4 pendant 20 ans, soit en finale, soit avec un titre, ça court les rues en ce moment. Mon garçon, je serais très ravi de t'inviter un jour dans un bar à boire un verre avec moi et j'amènerai tous mes copains qui te montreront du doigt en hurlant pendant une heure. Mais revenons à notre sujet, James Harden. J'ai été très déçu par le comportement de James Harden une nouvelle fois. Alors que lorsque Westbrook était annoncé comme favori pour le trophée de MVP, il avait l'air déterminé à prouver à tout le monde que c'était bien lui, le vrai MVP. Harden semblait alors déterminé, et ça faisait plaisir à voir. Et le premier tour lui a donné raison. Ensuite, au second tour, ils sont tombés sur les Spurs. Et après le premier match, c'était clair, la détermination semblait intacte. C'est après que c'est devenu un peu plus compliqué. Malgré la perte de Tony Parker et malgré l'absence de Kawhi Leonard pour le match 6, les Rockets se sont complètement effondrés. Non seulement James Harden est devenu brouillon, mais en plus on avait l'impression de revoir les défauts de l'année passée, et ça en devenait agaçant. Au final, c'est un peu un gâchis, mais il faut rester optimiste pour la suite. Évidemment, l'objectif, ça va être de mieux entourer James Harden, que ça soit à l'intérieur ou à l'aile, laisser les joueurs progresser et espérer que le groupe sera un peu plus soudé et expérimenté l'an prochain. Mais il y a un autre problème à Houston. Comme vous le voyez, je suis un petit peu fan des Knicks, et vous vous douterez bien que j'ai une certaine idée arrêtée sur le coaching de Mike D'Antoni. Quand je vous dis une certaine idée, c'est une idée tranchée, vous voyez, c'est un peu pas objectif, je le déteste. Bon, faut savoir rester objectif, en fait. Ce qui me gêne dans le système Mike D'Antoni, c'est que ce coach ne sort jamais de son registre. C'est axé sur l'attaque, c'est du run and gun, très peu de défense et des rotations très courtes. Ce qui veut dire que ça attaque vite, ça score vite, mais ça laisse scorer et surtout les joueurs sont cramés trop rapidement. Pendant la saison régulière, ça n'avait pas l'air de se voir, et au fur et à mesure que ça avançait dans les playoffs, les rotations diminuaient de plus en plus, au point où on avait l'impression qu'il ne voulait jouer qu'avec 5 joueurs. C'est ridicule. Je comprends les principes du système Mike D'Antoni, mais à aucun moment il n'a réussi à gagner le titre avec, et à aucun moment il n'a souhaité se remettre en cause. Que cela soit aux Knicks, aux Lakers, et aujourd'hui aux Rockets. Même si cette année est une bonne année, on a encore vu les limites du système Mike D'Antoni en playoff. Et je reste persuadé
en dépit de tout ce qu'il a pu faire de bon pour cette équipe, que lorsque la défense fait défaut, on ne peut pas espérer aller au bout en play-off. Donc par pitié Mike, pour une fois dans ta vie, change un peu ton registre. Donc clairement une très bonne saison pour Houston qui ne se termine pas aussi bien qu'il ne l'espérait. Houston a toutes les armes pour aller plus loin, mais clairement il va falloir se remettre en cause sur certains faits, il va falloir que James Harden assume un peu plus ses choix, et surtout il va falloir créer quelque chose de plus que le système Mike D'Antoni. C'est la seule raison qui permettra aux Rockets de passer un nouveau cap et pourquoi pas d'espérer aller encore plus loin, d'espérer aller en finale de conférence, pourquoi pas même en NBA Finals dans les années à venir et devenir ainsi les héritiers du Dream. Passons à la conférence Est avec tout d'abord Washington. Il n'a pas manqué grand chose à Washington pour passer et franchement, on était sûr que cette série allait avoir un niveau de jeu très élevé. Je pense que vraiment cette série-là nous a permis de voir encore une fois le grand talent qu'est John Wall. Cette série a aussi révélé le fait qu'il manque un tout petit truc à Washington pour aller encore plus loin. Le souci, c'est que Washington se révèle enfin à la hauteur des attentes. J'ai envie de dire enfin, parce qu'après une très bonne saison 2015, les Wizards avaient complètement replongé. Et là aujourd'hui, on les retrouve au premier plan. Parce qu'il faut le dire, cette équipe a su se remettre en cause. Un nouvel entraîneur, John Wall qui s'est ressaisi, un groupe qui a su se dire les choses, et un banc qui était considéré comme très mauvais qui est devenu très très bon. Au final, Washington repart avec une très bonne expérience, des espoirs pour l'avenir, la dent d'Isaiah Thomas, et un John Wall plus fort que jamais. Là encore, ça va être la bataille pour avoir un renfort décisif qui permettra à Washington d'aller encore plus loin. Le mieux, ce serait de mettre la dent d'Isaiah Thomas sous le lit et d'espérer que la petite souris leur apportera quelqu'un. Ensuite, passons aux Raptors. Bon, vous vous doutez que j'ai pas envie d'être tendre avec les Raptors et vous l'avez vu sur QI Basket ces derniers jours, on ne l'a pas été. Que peut-on dire des Raptors, de ces fabuleux Raptors? Toronto, c'est ce qui illustre parfaitement ce que je reproche à la conférence Est depuis plusieurs années maintenant. Alors oui, vous me voyez venir, je parlais de la concurrence dans la conférence Est, oui. Mais je vous arrête tout de suite, LeBron est le meilleur, les Cavs sont les meilleurs. Ils ne volent aucune de leurs victoires. S'ils en sont à 8 victoires et 0 défaites, s'ils dominent les playoffs de A à Z, c'est tout simplement parce que ce sont les meilleurs. Et plus que jamais, je les vois champions à la fin de cette année. Ce qui m'agace, c'est que nous avions en face une équipe qu'ils rencontraient pour la 3e année consécutive. Alors on se disait, ça y est, on va en découdre, les Raptors ils ont appris de leurs erreurs, ils ont appris de leurs défaites, ils ont travaillé, ils sont confiants cette fois. Eh ben non, oui parce qu'au final rien du tout. 2 fessées, et 2 fessées, 4 branlés. Alors c'est vrai que sur le dernier match, les Raptors se sont un peu plus défendus, mais il y avait Kyle Lowry qui était absent, et après ce qui était énervant c'est quand on voit DeMar DeRozan demander comment on peut arrêter LeBron. Mais je sais pas, cherche, c'est toi qui es sur le terrain, fieux. Moi j'imagine bien Jordan dire comment on peut arrêter les Pistons. Bah, en bossant. Ce genre de choses, c'est vraiment ce qui distingue la mentalité d'un très bon joueur de NBA et d'un champion NBA. Non, parce que là, au Leclerc d'à côté de chez moi, ils vendent de la viande de Raptor quand même. Ils les ont tellement hachés. Et toujours ce qui m'agace, c'est ce que j'ai dit. Les Raptors savaient où étaient leurs défauts, ils savaient où est-ce qu'ils avaient buté, et ils savaient qui ils allaient en voir en face. Lorsqu'ils ont recruté Ibaka, j'ai vu un bon signe au départ. Après, son impact sur le jeu ne semblait pas assez clair, mais ça restait un bon atout pour les playoffs. Et en plus, Toronto savait très certainement que Cleveland allait se trouver sur leur chemin d'une manière ou d'une autre. Ils avaient tout le temps pour s'ajuster. Et ils se sont ajustés. Mais pendant les matchs! Et c'est clair et net que quand on cherche à s'ajuster au milieu d'une série, face à une équipe qui est bien rodée, eh ben c'est mal parti. En plus, on le voyait un peu face aux Bucks qui allaient avoir des difficultés encore une fois dans ces playoffs. On avait bon espoir que Toronto se dise cette fois-ci on ne va pas se rater en playoffs et on va continuer à avoir un bon niveau de jeu. Et non, encore une fois, ça cale et il a fallu batailler dur pour éliminer Milwaukee, ça n'a pas été simple, même si Toronto sur la fin de série a vraiment su rassuré en quelque sorte. Non seulement les Cavs n'ont pas eu de challenge en phase 2, mais en plus LeBron a eu tout le temps de boire sa bière et de se foutre de leur gueule. Et franchement, j'avais presque envie de dire, mais vas-y, fous-toi de leur gueule. Parce que vraiment, Toronto, on pensait qu'il y avait un projet derrière. Et finalement, il n'a pas du tout été assumé. Et au final, maintenant, Kyle Lowry, il est sur le départ, c'est quasiment certain, et Toronto est en fin de cycle. Moi, plus qu'un manque de talent, je pense que chez Toronto, il y a eu un manque d'investissement. On a vraiment l'impression que les Raptors n'ont même pas cru en leur propre projet. Parce que c'est ce qui m'agace dans la conférence Est, c'est de voir beaucoup d'équipes comme Toronto qui montent petit à petit mais qui ne vont clairement pas au bout de leurs idées, et pire que ça, ils retombent derrière.
Et le souci, c'est qu'avec ça, on n'est pas prêt de voir des changements dans la conférence Est. Cleveland va continuer à dominer. Imaginez-vous que depuis 2010, hormis les équipes pour lesquelles a joué LeBron qui se sont construites de manière instantanée, avec une réunion de stars immédiate et l'assemblage avec des role-players de qualité, personne n'a créé un projet sur 3-4 ans pour gagner le titre. Personne. Quand je dis personne, c'est vraiment zéro. Que des challengers. Des bons challengers, des très bons. Mais des challengers, pas des équipes qui veulent gagner le titre. Et vous l'aurez remarqué, c'est un discours qui se propage de plus en plus dans le monde du journalisme autour du basket. On en parle de plus en plus. Alors oui, vous allez me dire, il y a eu les Celtics, il y a eu les Pacers, ça c'est vrai. Mais là, c'était des challengers qui étaient taillés effectivement pour le titre, mais au début des années 2010. On est en 2017. C'est vrai que Boston et Indiana ont clairement eu l'occasion de battre LeBron quand il était au 8. Et il s'en est fallu peu. Mais le problème, c'est que derrière, ils n'ont pas réussi à refranchir ce cap. Au contraire, ils se sont effondrés. Boston a réussi à remonter la pente, mais est encore en acquisition d'expérience, tandis qu'Indiana était clairement en fin de cycle aujourd'hui. Et après Boston et Indiana, on pouvait penser à Toronto, à Washington, à Atlanta, même à Chicago. Ils semblaient avoir un vrai projet à partir de la saison 2014-2015, ces équipes. Mais elles sont jamais allées au bout. Et ces équipes, pire que ça, ont fait un genre de yo-yo dans le classement, notamment cette année, et ça c'est incompréhensible. Et vraiment, un des points d'orgue, c'était la trade deadline cette année. À la trade deadline, Cleveland s'est clairement renforcé. C'est-à-dire une équipe qui est déjà championne, qui est déjà très très forte, déjà très unie, même avec les difficultés, ils sont quand même premiers, et ils continuent à se renforcer. Et puis autour, voilà, on se croise les doigts, c'est pas ce qui se passe. Et au bout d'un moment, surtout quand il y avait des rumeurs très fortes et un Paul George qui était clairement disponible, ça devient gênant de voir personne ne se bouger. Et même là encore, on se dit que Kyle Lowry pourrait partir très probablement à l'ouest, c'est-à-dire un talent en moins à l'est. Même Paul George, dont les rumeurs les plus crédibles, reste autour des Lakers. Donc au final, on se dit, qu'est-ce que vous foutez les gars? Pour faire une petite analogie, je sais pas si certains aiment le foot parmi vous, mais est-ce que vous vous souvenez des 7 années où Lyon a été champion de France? Au bout de quelques années, les équipes qui affrontaient Lyon faisaient jouer les remplaçants, c'est-à-dire, il n'y avait même pas une envie de battre Lyon. Finalement, la saison était terminée avant même d'avoir commencé. Et ça, franchement, pour moi, c'est s'asseoir sur le concept de compétition. Face à l'émergence des talents, je pense malgré tout que la conférence Est pourra être beaucoup plus intéressante dans les années à venir. Et je l'espère dès la saison prochaine. Voilà, c'était le bilan des 4 équipes de la conférence Est qui ont été malheureusement éliminées pour cette année. Je voudrais faire une petite conclusion sur Rudy Gobert. Donc Rudy Gobert ne sera pas à l'Eurobasket, qui est une compétition qui devient de plus en plus intéressante, je trouve. Moi j'ai envie de dire, Rudy, je t'aime beaucoup, et je comprends tout à fait les raisons qui te poussent à prendre une telle décision. Maintenant, je suis un petit peu énervé parce que mon billet pour la Finlande, il m'a coûté cher, et la place aussi. Je ne te cache pas, Rudy, que je t'enverrai un petit smiley négatif sur mon Twitter. J'ai pas du tout l'intention de m'acharner sur Rudy Gobert, qui est un des meilleurs pivots de la ligue et qui est le futur de la NBA. Je veux juste dire que ces défections, c'est quelque chose qui caractérise fortement l'équipe de France. Alors on l'a compris, le fait qu'il n'y ait aucun enjeu de qualification, que ce soit pour la Coupe du Monde de basket ou pour les Jeux Olympiques, évidemment, ça motive moins les joueurs à venir. Mais moi, j'ai du mal à le comprendre quand je vois que l'Espagne annonce qu'ils veulent être au complet, que Porzingis ou Antetokounmpo ont déclaré qu'ils en feraient partie. Et c'est ça qui est un peu décevant, c'est qu'à chaque compétition, c'est la foire à la défection. Parfois, on a l'impression qu'il faut croiser les doigts pour espérer avoir un groupe au complet. Alors il y a le fait que les autres équipes soient au complet qui est frustrant, mais il y a autre chose, c'est que cette équipe de France, quand elle est au complet, mais c'est la meilleure équipe d'Europe. C'est la meilleure équipe de France de tous les temps. Et c'est un énorme pilier du basket mondial. Bon, après, avec le processus de sélection Team France, ça va permettre de découvrir de nouveaux talents. Ça a notamment été le cas à l'Eurobasket 2013. Mais ce rechignement permanent qu'on retrouve tous les 1 ou 2 ans, ça devient un peu gênant parfois. Et je me demande si les joueurs s'aperçoivent de la frustration que ça peut susciter chez certains fans. Bon, après, nous gardons un groupe très très fort, quoi qu'il en soit, et nous aurons une grande équipe de France à l'Eurobasket, je l'espère. Mais mine de rien, on passe à côté d'un 5 de départ Thomas Hurtel, Nando De Colo, Nicolas Batum, Boris Dio, Rudy Gobert, avec Geoffrey Lauvergne, Antoine Dio, Evan Fournier et Mam Jeïté. Rien que ça. Et encore, je parle pas des nouveaux talents qui émergent. Donc encore une fois, nous aurons une équipe un petit peu incomplète, qui ne sera pas forcément celle qu'on aurait aimé voir, mais ça reste un excellent groupe, et je serai très content d'aller les voir en Finlande au mois de septembre prochain pour affronter la Grèce. Voilà, c'était notre premier QI Report pour QIBasket.net.
N'hésitez pas à nous suivre sur Twitter, Instagram et Facebook et à visiter notre site QIBasket.net. N'oubliez pas que QI Basket est un site fait par les fans et pour les fans, et si vous avez envie de contribuer, libre à vous de le faire. Comme vous voyez, on ne fait que débuter dans la vidéo et nos moyens sont très limités, mais si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager. On reste même à votre écoute pour savoir si vous avez des conseils à nous donner. Quoi qu'il en soit, merci d'avoir regardé cette vidéo. On aura l'occasion d'en refaire d'autres, et notamment sur un événement qui aura lieu à Paris très bientôt, mais aussi pour une petite vidéo tutoriel pour ceux qui veulent partir en Amérique pour aller voir la NBA. Je voudrais remercier évidemment l'équipe de QI Basket, sans laquelle je n'aurais pas pu faire cette vidéo et qui m'a beaucoup aidé à la réaliser. Voilà, c'était Tancred Adno pour QI Basket pour le premier QI Report, et n'oubliez pas, ball is life.